sur France Inter. Le bout de papier avalé se coince dans la trachée à la hauteur du cœur. La salive l'imprègne, l'encre noire, spécialement conçue pour cette missive, se dissout lentement et les lettres perdent figure. Dans le corps humain, le mot se divise alors en substance et en essence. Tandis que la première disparaît, la seconde, privée de forme, se laisse capter par les cellules du corps parce que, étant essence, elle est toujours en recherche d'un support matériel, même si cela doit se faire au prix de nombreux malheurs. Je viens de lire le prologue des livres de Jacob, le dernier livre de Olga Kartchouk, et de prix Nobel à prix Nobel, comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et nous allons commencer par dans votre propre corps, votre sang circuler. Oui, cela m'arrive parfois, surtout lorsque je suis allongée et que je réfléchis. C'est une musique très agréable. Parfois, il y a le rythme du cœur aussi qui apparaît. Je pense qu'effectivement, j'écoute mon corps. Depuis des décennies, grâce à votre art littéraire, vous nous donnez l'impression, nous aussi, lectrices et lecteurs, d'exister et de sentir que notre sang est dans notre corps et que notre cœur bat. L'importance du corps est très importante à l'intérieur de vos livres. Quel type d'expérience corporelle et psychique avez-vous fait quand vous étiez enfant ? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une situation qui me vient à l'esprit. Autrefois, j'étais malade, j'avais beaucoup de fièvre. Et cette fièvre changeait en quelque sorte la perception de mon corps. Je me souviens très bien d'avoir vécu ce que l'on appelle aujourd'hui le syndrome d'Alice au pays des merveilles. J'avais l'impression que mon corps grandissait, devenait énorme, ou au contraire, il rétrécissait et devenait tout petit. Je pense que le corps est un sens qui nous permet de percevoir le monde. Et donc, on ne peut pas l'ignorer dans l'écriture. Vous avez eu une enfance éduquée par des parents qui étaient professeurs et vous avez eu la chance de pouvoir vivre dans une école avec des principes de liberté. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée cette enfance ? Alors, je me rends compte d'avoir eu une enfance extraordinaire. J'avais l'impression que peut-être tous les enfants vivaient la même chose. Mes parents travaillaient dans une école qui a des origines scandinaves. C'était un véritable miracle parce que dans cette Pologne communiste, il y a toujours eu des Volksschule, des écoles populaires pour les habitants de la campagne. Et leur programme scolaire était très large. Et surtout, il y avait un programme d'apporter la culture aux enfants qui venaient des milieux modestes. Donc c'est pour cela que mes parents n'étaient pas qu'enseignants. En fait, c'était un programme d'éducation pour que ces jeunes personnes deviennent des personnes de culture. Vous êtes athée, je crois, vos parents l'étaient, et pourtant, votre œuvre, Olga Tokarczuk, est imprégnée d'intuition, de sensations, de croyances en une sorte de surnaturel. Je crois que vous êtes une grande lectrice de psychanalyse. D'où tenez-vous cet univers suprasensoriel? Est-ce qu'il vous a habité dès l'enfance? Może właściwie naszą przygodę z duchowością należałoby zacząć od ateizmu. Alors, peut-être qu'il faudrait commencer notre aventure avec ce qui est spirituel par l'athéisme. C'est le premier pas pour pouvoir s'ouvrir
à l'aspect spirituel du monde. Cet aspect spirituel, c'est quelque chose qui est évident pour moi. Cet aspect est tout à fait réel, mais je pense qu'il faut d'abord rejeter tous les dogmes, la manière dogmatique de penser au monde, puisque sinon on est prisonnier du courant principal. Je suis absolument convaincue que les besoins spirituels de l'homme sont tout aussi importants que l'instinct sexuel, par exemple, ou l'instinct de la faim. Nous sommes tous des êtres qui ne font que transgresser les frontières de la réalité. Nous posons des questions sans cesse sur ce que l'on ne peut pas toucher, ce qui est intangible. Et j'essaye d'écrire justement mes livres en me consacrant aussi à ces sujets. Dans tous vos livres, il y a des personnages principaux qui sont doués et qui possèdent quelque chose de plus que les autres. Ils ne savent pas l'expliquer. En phase avec les animaux pour les ossements des morts, par exemple, pour citer un titre d'un de vos livres, ils sont plus que, par exemple, votre personnage de Jacob dans les livres de Jacob sur lequel on va revenir. Il a plus que les autres, plus de connaissances, plus d'intuition, plus de pouvoir de guérir, etc. Dans tous vos livres, y compris dans les Pérégrins, il y a des gens qui sont doués. Est-ce que vous possédiez un don et vous saviez que vous aviez un don dès l'adolescence, Olga Tokarczuk? Mon fils, lorsqu'il était petit, posait toujours la même question aux invités qui venaient nous voir. Salut, quelles sont tes propriétés? Et je me suis dit qu'on pouvait effectivement regarder les gens comme des personnes qui ont des propriétés, des attributs ou des talents, des dons. Et je pense que nous avons tous quelque chose de bien particulier qui nous distingue des autres. Dans mon cas, je pense que j'étais surtout curieuse lors de mon enfance. Si je devais me décrire en ces termes de propriété ou d'attribut, je dirais tout d'abord que c'était la curiosité qui me caractérisait. Je voulais savoir comment fonctionnait le monde, comment expliquer les choses, quel est le sens caché, etc., etc. Vous avez fait des études de psychologie à Varsovie, vous êtes monté de votre village jusqu'à la capitale. Et là, vous avez une expérience qui, je crois, a dû compter pour vous, paru d'ailleurs dans votre parcours existentiel comme une révélation, si j'ai bien compris. Vous avez travaillé avec des malades mentaux de manière bénévole. Pourquoi et qu'avez-vous retiré de cette expérience, Olga Tokarczuk? Effectivement, j'étais très engagée dans mes études de psychologie et je voulais devenir psychothérapeute. C'était mes projets pour l'avenir. La psychologie m'a beaucoup appris. Tout d'abord, mes études m'ont montré que l'on peut interpréter la réalité. Qu'il n'y a pas d'existence pure, mais plutôt qu'en vivant dans ce monde, l'homme essaye de comprendre ce qui lui arrive sans cesse. La deuxième chose que j'ai apprise en travaillant avec les patients en tant que psychothérapeute, c'est cette capacité d'écouter les autres. Les gens racontent des histoires extraordinaires. Parfois, on a l'impression que ces gens sont déjà des romans sur pattes, en quelque sorte, mais il n'y a personne pour écrire leur histoire. Je pense donc que c'était un bon choix, ces études en psychologie, puisque j'ai pu avoir cette expérience très proche des relations avec des personnes qui ne sont peut-être pas dans la norme, qui ne répondent pas aux attentes sociales, mais qui transgressent ces attentes ou ces normes, ou plutôt ce qui est considéré comme normal pour des gens en bonne santé mentale. J'ai travaillé en tant que psychologue clinique et peut-être que cela change mon regard sur les gens. J'ai l'impression que si
on parlait longtemps avec quelqu'un, on se rendrait bien compte qu'il n'existe pas de normalité. Nous sommes tous différents et nous sommes tous en dehors de la normalité. C'est ce qui nous distingue. Comment est venue cette révélation qui a été pour vous l'écriture? Nous, en France, on vous connaît d'ailleurs depuis le premier livre. Vous avez tout de suite été une révélation aussi pour nous. De jour comme de nuit, c'était le premier. Puis ensuite, tous vos livres ont été traduits avec de plus en plus de succès et de reconnaissance en France, avant l'obtention de ce prix Nobel il y a très peu de temps. Mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'une psychologue, tout d'un coup, a la révélation que sa mission, est-ce que c'est le terme que vous employez, Olga, mission, sa mission, c'est d'écrire. Alors, je ne me définis plus en tant que psychologue. Tout simplement, nous avons tous dû finir telle ou telle étude. Moi, je pense que pour devenir écrivain, il ne faut pas faire d'études de lettres. Je pense que parfois, il vaut mieux être ingénieur, savoir construire des ponts et ensuite décider d'écrire un jour. Parce que lorsqu'on écrit, on cherche sa propre langue. Oui, mais chercher sa propre langue, c'est pas forcément la trouver. Et vous, Olga, dès le premier livre, vous l'avez trouvé. Alors non, je ne peux pas dire qu'il en soit ainsi. En fait, j'avançais à tâtons dans mes premiers livres. Mon début littéraire, mon premier roman, c'était quelque chose qui était écrit non pas par une écrivaine, mais par une lectrice. Szukałam przez te wszystkie swoje książki, podążając za swoją intuicją i powoli. Dans mes livres, j'essayais de suivre mon intuition et donc titre après titre, j'ai réussi à découvrir des choses qui étaient importantes pour moi. Par exemple, qu'aujourd'hui on ne peut plus raconter le monde d'une manière linéaire. Zmieniła nam się w XX wieku bardzo J'ai découvert qu'il y a eu un changement de perception important au cours du XXe siècle. Nous voyons aujourd'hui le monde comme quelque chose de morcelaire, de fragmentaire. Na przykład, że dla mnie, dla mojego pisania i dla moich czytelników, co paradoksalnie zabrzmi, j'ai découvert aussi que pour moi et pour mes lecteurs, la langue est quelque chose de secondaire, ce qui peut paraître paradoxal. Dans mon écriture, j'utilise la langue comme un outil pour construire des images plutôt. I porozumiewa się z czytelnikiem za pomocą obrazów, a nie zdań. Et donc, ce sont les images qui permettent de communiquer avec le lecteur et non pas les phrases. Je vous propose d'écouter la voix de Thomas Mann, qui va parler de l'importance de l'Europe. C'est une archive INA du 10 avril 1949. Mon œuvre, ainsi que celle de la plupart de mes collègues contemporains, ne serait pas concevable sans les grands modèles que la France, au cours des siècles, a présentés à l'Europe. Sans Montaigne, Pascal, les moralistes du XVIIIe, sans Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola et enfin Proust. Pendant toute ma vie, j'ai été un écrivain allemand qui désirait une Allemagne européenne, très contrairement à certains Allemands hantés par le rêve exécrable d'une Europe allemande. La distance qui sépare l'Amérique de l'Europe, en permettant un coup d'œil plus vaste, fait apparaître encore plus clairement l'unité des civilisations européennes et de leur rôle éminent réservé à la France dans le concert européen. À vrai dire, ce concert ne vaudrait plus la peine d'être entendu si jamais la voix française devait se taire. Nous venons d'entendre la voix de Thomas Mann qui s'exprimait sur l'Europe en 1949, Olga Tokarczuk. Or, vous êtes une écrivaine européenne d'origine polonaise. Vous avez, de par votre âge, vécu les tourments de l'arrivée de la démocratie dans votre propre pays. Je crois que vous étiez étudiante quand vous êtes arrivée à Varsovie au moment de Lech Walesa.
comment avez-vous vécu cette période-là de Lech Walesa et comment considérez-vous la situation de la Pologne aujourd'hui? Je sais que le pouvoir actuel ne vous aime guère, qu'il essaye de détruire votre réputation et votre talent littéraire. Que s'est-il donc passé dans ce pays qui s'appelle la Pologne et qui appartient à l'Europe? No, rzeczywiście pamiętam czasy Solidarności. Wtedy Effectivement, je me souviens très bien de cette époque du mouvement Solidarność. I to był czas bardzo otwarty, ogromnych nadziei. C'était au début de mes études. C'était une période avec beaucoup d'espérance. Et nous pensions tous que la Pologne allait retrouver sa place en Europe. Nous nous sentions européens. Et après, je me souviens cette transformation très cruelle, très dramatique qui ont suivi en 1989 et après. Et c'était une période radicale du point de vue du changement économique. Mais en même temps, c'était une période de négociation entre les différentes forces qui étaient en place en Pologne. Je me suis rendu compte en tant que jeune femme encore que l'un des conformismes douloureux était celui du concordat qui était signé avec l'Église catholique. Donc on a donné un rôle important à l'Église dans la société polonaise. Et le prix à payer, c'était par exemple le droit à l'avortement qui a été restreint d'une manière drastique en Pologne. En tant que jeune femme, je me rendais compte que tous ces conformismes peuvent aller encore plus loin. Et c'était une sonnette d'alarme, en quelque sorte. Juste après, j'ai eu mon premier enfant. Cet enfant a commencé l'école ensuite et il avait le catéchisme obligatoire à l'école, même si notre famille n'était pas religieuse. Donc mon fils a passé son enfance dans un couloir d'école puisqu'il ne participait pas à ces cours-là. Et je pense qu'à partir de ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, tout cet enthousiasme lié à Solidarność, à l'État ouvert vers l'Europe, cet enthousiasme lié à l'État qui met en œuvre les valeurs d'un État libre, c'est quelque chose qui ne fait que rétrécir en Pologne. Il y a un recul. Le gouvernement polonais actuel mène différents types d'actions et notamment concernant les programmes scolaires et la qualité de l'éducation dans les écoles, ce qui m'inquiète. Et donc les jeunes générations qui grandissent dans la Pologne d'aujourd'hui sont formées dans un certain sens. On leur inculque le patriotisme national et tout cela est lié avec le catholicisme et la religiosité qui est très forte en Pologne. Et donc je peux dire que je m'inquiète tout simplement quand je pense à l'avenir de mon pays. Quand vous avez eu, il y a très peu de temps, donc maintenant il y a quelques semaines, le prix Nobel de littérature, Olga Tokarczuk, vous avez annoncé ça sur les réseaux sociaux dans votre propre pays, la Pologne, et immédiatement le gouvernement polonais a réagi manifestement en mettant sur sur votre propre distinction des images extrêmement violentes. Pourquoi? Avant de changer d'avis et de se réjouir qu'une Polonaise ait le prix Nobel de littérature. Pourquoi? Ils ont peur de vous? Vous les gênez? Ce n'est pas l'impression que j'ai eue de cette période, même si je n'étais pas présente en Pologne physiquement. J'ai l'impression plutôt qu'il y a eu un énorme enthousiasme, un très grand engouement chez tous les Polonais, peu importe leur position politique ou leur sympathie politique. Je pense qu'il y avait un grand enthousiasme qui a touché l'ensemble de la société. Ce n'est qu'après que sur Internet, cette remise en cause de mes mérites a commencé. Mais moi, je suis habituée à cela.
Myślę, że w Polsce było takie powiedzenie, że ludzie mówili dostaliśmy Nobla. En Pologne, les gens plutôt considéraient qu'ils ont tous reçu ce prix Nobel. Ils s'exprimaient toujours en utilisant le pluriel. Nous avons eu le prix Nobel. Et ce pluriel montre cette joie communicative, solidaire. Ben, c'est peut-être vrai que toutes les Polonaises et tous les Polonais ont eu le prix Nobel grâce à vous. Ça veut dire quoi être polonaise aujourd'hui, fin 2019, Olga? Ja rozumiem przynależność taką wspólnotową, narodową raczej jako Alors, mówienie w tym moi, samym je pense que cela tient au fait qu'on parle tous la même langue, on paye nos impôts dans un endroit donné. Et j'ai toujours très peur lorsqu'on essaye de définir ce que ça veut dire d'être polonais en utilisant des termes très romantiques et nationalistes. Je pense que les Polonais d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui se soucient de l'avenir de la terre. Ce sont des personnes qui veulent tout ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Ce sont des personnes qui pensent à l'avenir et je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre les Polonais, les Tchèques ou les Français. Alors, dans votre propre pays, on a quelquefois du mal avec la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Or, dans votre œuvre, Olga Karczuk, qui est très différente, selon les livres, vous nous proposez des univers extrêmement hétérogènes, des histoires extrêmement différentes, des suspens très particuliers. Mais en tout cas, dans chacun de vos livres, il peut être question de la mémoire et de l'histoire. On parlera tout à l'heure de ce fameux livre, le dernier, qui fait plus de 800 pages, qui s'intitule Les livres de Jacob. Mais je voudrais revenir sur un livre précédent qui s'intitule Sur les ossements des morts, qui a donné lieu d'ailleurs aussi à une adaptation cinématographique. Là, il est question d'un personnage principal, qui est une femme qui vit au milieu de la forêt, qui va s'apercevoir qu'il y a des meurtres qui se sont commis. C'est un polar qui s'intitule Sur les ossements des morts, mais qui ménage un drame qui a peut-être à voir aussi avec la mémoire de ce qui est enfoui sous la terre et la mémoire de ce qui est enfoui dans la mémoire collective de la Pologne. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous racontez des histoires, vous le faites de façon métaphorique aussi? Po pierwsze, chciałabym jakby zaprotestować, że Alors, premièrement, je voudrais m'inscrire en faux. On pense parfois que les Polonais sont ceux qui oublient facilement. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que cet oubli lié aux faits tragiques, par exemple lié à la Shoah, c'est quelque chose qui touche à toute l'Europe. Et je pense qu'il n'y a que les Danois qui ont réussi à sauver leurs Juifs. Donc peut-être que cela ne les concerne pas. Mais ce problème d'oubli en ce qui concerne les concitoyens juifs, c'est un problème pan-européen. Alors le drame de la Pologne, c'est que sur le territoire de mon pays, il y avait ce camp de concentration, camp d'extermination construit par les Allemands, et il y avait aussi la plus grande communauté juive d'Europe. Et donc l'antisémitisme était très clair pour cette raison-là. Mais je ne saurais dire que les Français, les Romains, les Hongrois soient exclus de ce problème d'oubli. Oui, effectivement, ma tâche, à moi, en tant qu'écrivaine, est de rappeler sans cesse ce qui a été oublié à dessein. Effectivement, c'est peut-être l'une de mes missions les plus importantes, parce que qui peut le faire sinon les écrivains? Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Tokarczuk.
was 13, I had a sister for 6 months. She arrived one February morning, pale and shell-shocked, from past lives I could not imagine. She was 3 years older than me, but in no time we became friends. We'd listen to her mixtapes, Dead Can Dance, Felt, This Mortal Coil. She introduced me to her favourite books, gave me clothes, and my first cigarette. Sometimes we would head down to Blackbird's Moor to watch the barges on Grand Union in the twilight. She said the water has no memory. For a few months, everything about our lives was perfect. It was only us. We were inseparable. But gradually, she passed into another distant part of my memory, until I could no longer remember her face, her voice, even her name. We've got the perfect life. 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 Alors, Olga Tokarczuk, vous êtes aussi quelqu'un qui a inventé des mots, qui sont des concepts philosophiques et des manières peut-être même de vivre. L'un de vos livres précédents s'appelle « Les Pérégrins » et il commence par une description extrêmement lente et assez technique de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un organisme vivant. D'ailleurs, je crois que pour pouvoir écrire le début de ce livre magnifique, vous avez pris des cours d'anatomie. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. J'étais à Amsterdam à l'époque. Alors, les Pays-Bas, c'est le pays où l'anatomie est née. C'est là que le premier album d'anatomie a vu le jour. Et c'est un domaine qui est à la limite de la médecine, de la physiologie, mais aussi de l'art. Et ce domaine m'a particulièrement fascinée. Ce qui m'a fasciné en particulier, c'est ce besoin qu'a l'homme de croire à l'immortalité. On a besoin de croire que notre âme est immortelle, mais aussi que notre corps peut l'être. En Égypte déjà, on momifiait les cadavres. Et aujourd'hui, on a des nouvelles méthodes de médecine esthétique, par exemple. On essaye de préserver notre corps en croyant quelque part, au fond de nous,
que notre corps est ce vecteur très important qui nous permet de voyager à travers le temps. Też zafascynował mnie paradoks. Ce qui m'a fasciné également, c'est un paradoxe. Nous savons beaucoup de choses sur le monde, nous savons ce qui se passe dans des galaxies lointaines, nous savons quelle est la composition du sol sur la Lune, mais nous savons très peu de choses sur notre propre rein, sur notre foie, sur l'intérieur de notre corps. C'est un microcosme qui est finalement peu accessible. Et nous avons besoin d'instruments pour pouvoir regarder à l'intérieur. Donc nous portons en nous un mystère. Ces pérégrins qui donnent le titre de ce livre, c'est une manière de regarder le monde, c'est une manière de s'inscrire dans le monde, c'est une leçon de lenteur et de tranquillité d'âme. D'ailleurs, toute votre œuvre, Olga Tokarczuk, est empreinte pour moi de philosophie. Qu'est-ce qu'un pèrerin ? Bieguni, to jest sekta z XVII wieku, sekta heretycka. Alors, ces pérégrins, c'était une secte du XVIIe siècle, une secte d'hérétiques. Ces pérégrins vivaient en Russie et ils considéraient que l'unique manière de s'opposer au mal et au diable est d'être en mouvement perpétuel. Si on s'arrête à un moment donné, que ce soit physiquement ou mentalement, alors le mal, les côtés sombres peut avoir accès à nous. Le diable peut arriver jusqu'à nous. Donc, les pérégrins, ces hérétiques, passaient leur vie en déplacement. Et ils ne s'installaient nulle part, ils ne construisaient pas de maison, mais ils se déplaçaient, ils voyageaient. Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit justement que la métaphore des pérégrins, c'était quelque chose de très pertinent pour ce livre. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc, on peut se demander, Olga Tokarczuk, comment viennent les idées qui vont vous habiter pendant des années. Parce que vous êtes aussi une écrivaine qui avait des chantiers d'écriture extrêmement longs. Les pérégrins, c'était la restitution d'un passé, mais que vous nous offrez comme si c'était aujourd'hui. On le lit comme un livre d'aujourd'hui. Le dernier livre paru en français, c'était au cours de la rentrée 2018, le livre de Jacob ou Le grand voyage à travers 7 frontières, 5 langues, 3 grandes religions et d'autres moindres. C'est le titre précis de cet ouvrage qui pèse plus de 2 kilos, a été le fruit de 7 ou 8 années de recherche. Comment trouvez-vous vos sujets de recherche et est-ce que vous vous livrez à des enquêtes historiques très fouillées avant de restituer des histoires qui sont vraies, mais que vous allez nous rendre vivantes aujourd'hui? Świat jest pełen pomysłów na powieści. Alors le monde est plein d'idées de romans. Najwięcej inspiracji mam z tego, co czytam. Alors je trouve l'inspiration dans ce que je lis, dans ce que les gens me racontent, dans les anecdotes, les articles de journaux. I oczywiście nawet jeżeli tego nie widać, to et bien évidemment, même si là ne se voit pas toujours, je me documente beaucoup et je me prépare beaucoup avant de passer à l'écriture de chacun de mes livres. Do biegunów, les pèlerins, przygotowywałam się właśnie Pour ce qui est des pérégrins, effectivement, je me suis préparée, j'ai étudié l'anatomie, même si l'ensemble de mes recherches ne se sont pas retrouvées dans le livre par la suite. Pisząc książkę, sama muszę być pewna w En tym, écrivant un livre, je dois me sentir sûre de moi-même, en confiance dans le domaine que j'aborde. I rzeczywiście przy księgach Jakubowych Et effectivement, c'était un défi extrême dans le cas des livres de Jacob. Parfois, je me dis que si j'avais su combien de temps cela me prendrait, combien d'énergie, je ne me serais peut-être pas décidée à le faire, encore une fois. Rzeczywiście poświęciłam wiele podróży, żeby zebrać informacje. Effectivement, j'ai beaucoup voyagé à la recherche d'informations. J'ai passé beaucoup de temps dans les archives. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec différentes personnes.
J'étudiais les textes sources historiques, puisque pour écrire un roman historique, il faut rendre vivant le monde, le contexte dans lequel se déroulait cette histoire. Donc j'étudiais les détails, comment s'habillaient les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils mangeaient, de quelle manière ils pensaient, comment ils se déplaçaient. Mais, et je le répète souvent, en fait c'est la partie la plus agréable dans le processus d'écriture. Cette préparation, cette documentation, des études privées finalement que je m'organise à chaque fois que je commence l'écriture d'un livre. Je vous propose d'écouter la voix d'un grand intellectuel qui était d'origine allemande et qui a décidé d'aller vivre en Palestine au temps où on pensait que la Palestine pouvait être un État partagé à la fois par les Juifs et par les Palestiniens. Il s'agit de Gershom Scholem qui a écrit un texte fondamental qui s'intitule Les courants de la mystique juive. Gershom Scholem auquel on pense quand on lit votre livre, Olga Tokarczuk. Je vous propose de l'écouter. C'est un entretien daté de 1964. Das jiddische Erlebnis. Israel damals, das jiddische Erlebnis. ועזתי ברור, זה בכלל חוויה, זה היה זמן של פולחן של חוויה, das Erlebnis. Alors, ce qui est extraordinaire avec vous, Olga Tokarczuk, c'est quand on lit vos livres, on a l'impression de lire des livres de mystique, des livres d'histoire, des livres d'aventures personnelles, des livres philosophiques, des livres qui vous transforment à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, à la fois en lisant les Pérégrins, mais en lisant aussi les livres de Jacob. À un moment, dans les années 30, la mystique juive, 1930, la mystique juive a été quelque chose qui a été discuté dans les cénacles juifs européens. On en parlait. Et puis après, ça a disparu. On ne sait pas pourquoi. Et puis maintenant, grâce à vous, et grâce à ce livre magistral, les livres de Jacob, eh bien, vous nous redonnez ces courants de mystique juive. Comment, par quelle opération intellectuelle et par quel désir de transmission avez-vous été animé? Mnie zawsze fascynowały herezje. Alors j'ai toujours été fascinée par les hérésies. I to nie tylko, nie wiem, katolickie, Il n'y a chrześcijańskie. pas seulement les hérésies catholiques ou chrétiennes, mais aussi des hérésies juives. Kontestowanie tego, co jest Parce que ogólnie j'ai przyjęte. toujours aimé la remise en cause des normes établies. Jest właśnie taką niezwykle ciekawą L'hérésie, nieortodoksją, która c'est jest une twórcza. Gdyby nie herezja, chose extrêmement créatrice. Je pense que s'il n'y avait pas d'hérésie, il n'y aurait pas le développement des religions. I o ile w biegunach znalazłam biegunów właśnie jako tę Dans tę les sektę, pérégrins, j'ai trouvé cette secte justement de pérégrins qui remettait en cause l'ordre social établi. tak w księgach Jakubowych Et próbuję dans les livres de Jacob, j'essaye de raconter l'histoire d'une secte d'hérétiques qui a vu le jour au sein du judaïsme, mais qui, avec le temps, avait de moins en moins de liens avec le judaïsme. Ponieważ z dzisiejszego punktu widzenia Puisque de notre point de vue contemporain, le sabbataïsme ou le franquisme peuvent être traités comme un mouvement syncrétique, jakby mieszający różnego rodzaju, essayant de mélanger les différentes influences. co w dzisiejszym współczesnym świetle Ce wygląda qui, dosyć dans le ciekawie, contexte d'aujourd'hui, paraît particulièrement intéressant, sabataiści i frankiści puisque les sabbataïstes et les franquistes essayaient wszystkie trzy religii księgi, de traiter à égalité toutes les trois grandes religions, le judaïsme, l'islam et la religion chrétienne. Mało tego, uważali, że ta religia zdogmatyzowana i ustalona Ils jest pensaient czymś, aussi przez co trzeba przejść, que les co dogmes trzeba religieux, c'est quelque chose dont il faut faire l'expérience pour ensuite pouvoir s'en départir. Możemy dzisiaj powiedzieć, że niewiele jeszcze wiemy o tym. On peut dire aujourd'hui que nous savons très peu de choses sur la doctrine de franquisme. Les chercheurs s'y penchent. Pour décrire cette doctrine, je me suis basée sur les documents auxquels j'ai eu accès, mais je pense que bientôt nous allons en savoir plus sur les vraies croyances des franquistes.
Dla mnie taką wstrząsającą sprawą było to, że kiedy Ce qui a été bouleversant pour moi, par exemple, c'est que Jacob Frank était emprisonné au monastère de Częstochowa en Pologne, un lieu sacré du christianisme polonais. Il y a là-bas un tableau très connu de la Vierge Marie. Et en fait, lorsqu'il a regardé ce tableau, il a vu en la Vierge Marie la Shechina, l'élément féminin de Dieu. Et ce moment-là, lorsque Jakub Frank retrouve la Shekhinah dans la Vierge Marie, m'a montré que dans toutes les religions, on peut chercher le même type d'énergie, les mêmes motifs. Je pense que c'est d'autant plus important que dans le monde d'aujourd'hui, les divisions religieuses sont particulièrement douloureuses et mènent à la violence. Mais en même temps, donc il y a cette intuition de syncrétisme dans les religions, et peut-être que cela constitue la vision d'avenir. En tout cas, j'ai déjà dit que ce qui m'anime, c'est la curiosité. C'est avec cette même curiosité que je regarde toutes les hérésies. En me souvenant que le christianisme, il y a 2000 ans, c'était une hérésie. Votre dernier livre, Olga, nous enveloppe, il nous fait partir ailleurs, on ne peut pas s'en séparer. Je pense que cette expérience, je la partage avec des auditrices et des auditeurs, parce qu'il y a un côté polar existentiel. D'autre part, ce livre très très gros est paginé à l'envers. Donc on a l'impression d'abolir le temps et de se construire un temps avec vous. On est avec vous en vous lisant. Ce Jacob Frank qui est au centre du récit, il a bien existé. Il n'y a pas que lui, il y a d'innombrables personnages qui ont vraiment existé et que vous nous restituez. Il y a notamment un ecclésiastique extrêmement cultivé, auteur d'un livre important. Et puis il y a le nom de ce Jacob. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'appelle Frank. Frank, ça voulait dire quoi? Frank było słowem używanym przez Żydów i oznaczającym kogoś obcego. Alors, Frank, c'est un mot utilisé par les Juifs pour parler d'un étranger. Wtedy populacja Żydów w Europie była bardzo À l'époque, la population juive en Europe était très particulière parce que d'un côté, nous avions ces Juifs qui sont arrivés jusqu'en Europe centrale et orientale lorsqu'ils ont été chassés de l'Espagne, et il y avait aussi les Juifs séfarades qui venaient du sud, depuis les Balkans. Je pense qu'il faut se souvenir des origines de cette grande population juive en Pologne. Avant la Deuxième Guerre mondiale, 10% de la population polonaise était constituée de Juifs, justement. Depuis le Moyen Âge, les Juifs étaient toujours chassés de l'Europe occidentale. Ils se déplaçaient vers l'Est. Donc ceux qui ne voulaient pas d'assimilation se déplaçaient vers l'Est et s'arrêtaient en Pologne. Alors, dernière question, Olga. Vous êtes devant moi, vous portez des dreadlocks, vous avez une sorte de chemise très arty, un peu indienne, vous êtes très bohème. Et vous venez d'avoir le prix Nobel. J'espère que vous allez rester dans cette tenue, garder vos dreadlocks pour recevoir le prix Nobel. Est-ce que cela va ça vous fait sourire? Est-ce que cela va changer votre vie? Et qu'êtes-vous en train d'écrire aujourd'hui? Alors, je pense que ma vie a énormément changé au cours de ces 2 derniers mois. J'essaye de m'y retrouver. Je rêve d'un retour à ma vie tranquille et lente pour pouvoir tout simplement écrire et lire. J'ai un projet de livre en cours
Mais malheureusement, j'ai dû abandonner pour l'instant ce projet puisque je suis toujours en déplacement. Et j'ai l'impression que je pourrais y revenir à partir du mois de janvier. J'ai un autre projet qui est en cours. Depuis quelque temps, j'ai réussi à écrire 2 ou 3 livres en même temps. Et c'est très, très agréable, car je peux voyager entre ces différents livres en cours d'écriture. Je pense que le prix Nobel a renforcé ma confiance en moi. Je ne veux pas me plaindre, bien évidemment, mais j'ai l'impression que les femmes dans notre société d'aujourd'hui, partout, les femmes qui portent des dreadlocks, qui ont leur gène, ou qui sont tout simplement femmes, ne sont pas prises au sérieux par le monde. En tout cas, moins que les hommes. Et je suis contente maintenant d'avoir ce prix Nobel. Et aujourd'hui, de nombreux critiques qui ne me traitaient pas au sérieux, ou alors les lecteurs qui n'appréciaient pas ma littérature en pensant que c'était des romans de femmes, peut-être que ces personnes-là changeront de regard à mon attention et liront avec attention mes livres. Eh bien, merci infiniment, Olga Tokarczuk. Je vais rappeler le titre de votre dernier livre. Je vais dire le titre en entier. Les livres de Jacob, ou le grand voyage à travers 7 frontières, 5 langues, 3 grandes religions et d'autres moindres, rapportés par les défunts. Leur récit se voit complété par l'auteur selon la méthode des conjectures, puisée en divers livres, mais aussi secouru par l'imagination, qui est le plus grand don naturel reçu par l'homme. Ça, c'est le titre de votre dernier livre, mais est ajouté en sous-titre « Mémorial pour les sages, réflexion pour mes compatriotes, instruction pour les laïcs et distraction pour les mélancoliques ». Et bravo aussi à Marilla Laurent qui a traduit votre dernier ouvrage. Merci infiniment, Olga, et vive les femmes qui ont le prix Nobel. Merci beaucoup. Dis-moi que tu penses, je veux que tu me dises comment tu penses. Maman la va vite. Dis-moi que tu penses, je veux que tu me dises comment tu penses.
t'y penses. Maman, va vite. Le temps se resserre, mon esprit part en couille. Merci à Anna Youjak pour sa traduction simultanée. Merci encore à Olga Tokarczuk. Nous venons d'écouter Malik Djoudi dans 10 mois que tu penses. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Louise Douillet qui ont préparé cette émission. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui l'a réalisé.